ravi de vous retrouver cet après-midi pour l'actualité internationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres. Au Mali, l'Organisation des Nations Unies condamne les violences récentes et appelle à l'apaisement. Au Soudan du Sud, un crash d'avion fait 14 morts près de Juba. Et enfin, aux États-Unis, un suspect inculpé après une fusillade liée à une tentative visant Donald Trump. Apprendre chauffeur, c'est le sentier. Oui, c'est le sentier. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Lors d'un point de presse tenu à New York, le porte-parole du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Stéphane Dujarric, a relayé la ferme condamnation des actes de violence survenus au Mali. Le secrétaire général Antonio Guterres a dénoncé ces attaques coordonnées et exprime son soutien au peuple malien, appelant à la fin immédiate des violences. Le reportage. Après les attaques perpétrées au Mali le week-end dernier, qui ont conduit à la mort du ministre de la Défense Sadio Camara et à la prise de la ville de Kidal, les Nations Unies réagissent. Lors d'un point presse à New York, Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général, a rapporté les propos d'Antonio Guterres qui condamne ces attaques coordonnées et apporte son soutien au peuple malien. In the statement, the Secretary General expressed his deep concern following the attacks in several locations across Mali. Le secrétaire général appelle à un soutien international coordonné pour faire face à la menace croissante de l'extrémisme violent et du terrorisme au Sahel et pour répondre aux besoins humanitaires urgents. Il réitère son appel en faveur d'une coordination et d'une collaboration solide en matière de sécurité dans toute la région. Urgent humanitarian needs. He reiterates his call for robust security coordination and collaboration. Les Nations Unies alertent aussi sur la situation humanitaire alors que 6,4 millions de personnes avaient déjà besoin d'aide avant l'attaque. Autre actualité à présent, 14 personnes ont perdu la vie lundi 27 avril dans le crash d'un avion de type Cessna survenu au bord de Juba, la capitale du
Soudan du Sud. L'appareil transportant 13 personnes et un pilote s'est écrasé sans laisser de survivants selon les premières informations. Les autorités évoquent notamment de mauvaises conditions météorologiques comme cause probable de l'accident. Suivons ensemble un extrait de reportage. Près de Juba, la capitale du Soudan du Sud, un petit avion s'est écrasé sans laisser de survivants, selon les autorités de l'aviation civile. Le bilan fait état de 14 morts, dont le pilote et 13 passagers. Les premières indications évoquent des conditions météorologiques difficiles, avec une forte baisse de visibilité au moment du vol. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent l'épave en flammes dans un environnement brumeux et montagneux. L'appareil, un Cessna, se serait écrasé dans une zone accidentée située à une vingtaine de kilomètres de la capitale. Parmi les victimes figurent 2 ressortissants kényans, tandis que les autres passagers étaient sud-soudanais. Une équipe a été dépêchée sur place pour mener les premières investigations et porter assistance au secours. Une enquête a été ouverte. 8 personnes ont été interpellées le samedi 25 avril au Tchad à la suite de la dissolution du groupe de concertation des acteurs politiques GCAP, une coalition regroupant partis d'opposition et membres de la société civile. La veille, le vendredi 24 avril, la Cour suprême a officiellement déclaré illégales les activités de ce collectif sur l'ensemble du territoire. Ces interpellations interviennent alors que le GCAP appelait à une marche de protestation et d'indignation. Suivons ensemble. Au Tchad, à présent, 8 opposants interpellés samedi à N'Djamena, toujours détenus à la coordination de la police judiciaire. Leurs proches affirment qu'aucun motif n'a été donné pour cette interpellation. Tous président des partis rassemblés au sein du GCAP, le groupe de concertation des acteurs politiques. Nadia Ben Mafoud, vous êtes en direct de N'Djamena. Où en est la procédure ? Alors dimanche, 6 des 8 opposants ont été auditionnés par les officiers de la police judiciaire. 2 ont refusé car les avocats ont été empêchés d'assister aux auditions. Il s'agit de Max Kemkoy, président de l'UDP, et de Nassour Koursami, président du parti Les Patriotes. Selon l'un des porte-parole du GCAP, les avocats se sont rendus à la CCPJ, la coordination de la police judiciaire, pour assister leurs clients lors des auditions. Lorsqu'ils ont pu accéder aux locaux, les agents de police ont exigé qu'ils abandonnent leur téléphone portable à l'entrée. Les avocats ont refusé, invoquant le secret professionnel. Et puis même porte close pour les familles. Malgré leur tentative, aucun proche n'a pu accéder aux cellules. Pour rappel, ces arrestations ont eu lieu le lendemain de la dissolution du GCAP par un décret de la Cour suprême. C'était vendredi 24 avril. Une dissolution justifiée selon les autorités tchadiennes par l'appel lancé par le GCAP à une marche d'indignation et de protestation pacifique. D'une actualité à une autre, la diaspora malienne vivant en France s'est réunie récemment à Montreuil pour exprimer son soutien au peuple malien et aux autorités de la transition militaire. Lors de ce rassemblement, les participants ont affiché leur solidarité avec le gouvernement en place et réaffirmé leur engagement en faveur de la stabilité et de la souveraineté nationale. À suivant à présent. En France, plusieurs centaines d'hommes et de femmes issus de la diaspora malienne se sont réunis à Montreuil, près de Paris, pour apporter leur soutien au gouvernement militaire après les attaques coordonnées des djihadistes et des séparatistes touaregs survenues le week-end dernier. La France abrite une forte communauté malienne, estimée à plus de 80 000 personnes. Donc forcément, nous, on ne peut pas rester indifférents. Et vraiment, on a des frères, des sœurs, des mères, des parents qui sont là-bas. Donc on a estimé que c'est vrai qu'on est de l'autre côté de la Méditerranée. Et la meilleure façon, nous aussi, pour leur montrer qu'on est là, qu'on pense à eux, qu'on les soutient, c'était de tenir ce rassemblement ici aujourd'hui, immédiatement le lendemain. Depuis l'arrivée au pouvoir des militaires en 2020, la coopération entre la France et le Mali a progressivement pris fin. Ils sont nombreux aujourd'hui à appeler à une réaction de la France et plus globalement de la communauté internationale. Donc ce n'est pas une question de gouvernement. On connaît la géopolitique, on sait les problématiques qu'il y a. Mais nous on dit qu'il faut laisser tout ça de côté. Il faut penser au peuple parce que hier et avant-hier, il y a beaucoup de civils qui ont été tués. Il y a des militaires qui ne sont pas au gouvernement, qui sont sur le front, qui sont morts, qui ont des familles, qui ont des enfants. Et donc maintenant, on dit maintenant
et au peuple français, et au gouvernement français, et aux élites français, et à la communauté internationale d'aller au chevet du Mali. Depuis les attaques coordonnées de ce week-end, les réactions de soutien se multiplient à travers le monde. L'Alliance des États du Sahel dénonce un complot soutenu par les ennemis de la libération du Sahel. Le secrétaire général des Nations Unies condamne des actes de violence, tout comme l'Union européenne qui parle d'une attaque terroriste. Lors d'un entretien tenu à Saint-Pétersbourg, le président russe Vladimir Poutine a salué la résistance du peuple iranien face aux pressions des États-Unis et d'Israël. La rencontre s'est déroulée avec le chef de la diplomatie de l'Iran, au cours de laquelle Moscou a également réaffirmé sa volonté de soutenir Téhéran dans le contexte des tensions au Moyen-Orient. Suivant à présent un extrait de vidéo. Lors d'un entretien à Saint-Pétersbourg avec le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, le président russe Vladimir Poutine a salué la résistance du peuple iranien face aux pressions américaines et israéliennes, réaffirmant la volonté de Moscou de soutenir Téhéran et de favoriser un retour au calme au Moyen-Orient. Nous observons avec quel courage et quel héroïsme le peuple iranien se bat pour son indépendance et sa souveraineté. Pour notre part, nous ferons tout ce qui sert vos intérêts, ainsi que ceux de tous les peuples de la région, afin de garantir que cette paix soit obtenue aussi rapidement que possible. Vous connaissez bien notre position. De son côté, le chef de la diplomatie iranienne a salué le soutien de la Russie et affirmé que, selon lui, le conflit a mis en évidence la résilience de la République islamique face aux États-Unis. Comme vous l'avez également souligné, le monde a désormais pris conscience de la véritable puissance de l'Iran face à la plus grande armée, celle des États-Unis. Il est devenu clair que la République islamique d'Iran est stable, résiliente et dotée d'une grande force qui repose sur son propre peuple. 4 personnes ont été tuées et 51 autres blessées lundi lors de frappes menées par l'armée israélienne dans le sud du Liban. Ces bombardements interviennent alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dénoncé la persistance de la menace représentée par le Hezbollah dans cette zone frontalière. Suivons ensemble. Malgré le cessez-le-feu, l'armée israélienne poursuit ses bombardements dans le sud du Liban. Elle affirme aussi avoir étendu ses frappes plus à l'est, dans la vallée de la Beka, visant des infrastructures du Hezbollah, ce qui a obligé ces Libanais à revenir à Beyrouth après avoir tenté de rentrer chez eux plus au sud. Vendredi, on nous a dit que le sud était calme, alors nous y sommes allés. Nous avons travaillé samedi et dimanche. Mais ensuite, on nous a dit qu'Israël émettait des avertissements, alors nous sommes partis. Nous ne savions pas où aller, donc nous sommes venus ici parce que c'est sûr. Pour justifier ces nouvelles frappes, Benjamin Netanyahou invoque la menace du Hezbollah. Selon lui, la milice chiite détient encore 10% des missiles qu'elle possédait au début de la guerre. Au Liban, d'importants progrès ont été réalisés. L'élimination des batteries de roquettes qui menaçaient l'ensemble d'Israël, la création d'une zone de sécurité qui empêche toute invasion du nord du pays et qui désormais empêche également le tir de missiles anti-chars directs, mais nous permet aussi de changer la donne au Liban. Nous menons actuellement des opérations offensives tant dans la zone de sécurité qu'au nord de celle-ci, ainsi qu'au nord du Litanie. De son côté, le Hezbollah a affirmé avoir attaqué un char israélien avec un drone dans le sud du Liban. L'armée israélienne a confirmé qu'il n'y a pas eu de victimes. Ce lundi, le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, s'en est pris directement aux dirigeants libanais pour les discussions en cours avec Israël. Les autorités se sont précipitées pour faire des concessions gratuites et humiliantes, totalement inutiles, qu'elles justifient uniquement par leur soumission inconditionnelle, même pour la plus petite concession. Le président libanais Joseph Aoun lui a directement répondu dans la foulée. Ceux qui nous ont entraînés dans la guerre au Liban nous demandent maintenant des comptes pour avoir décidé de négocier. Ce que nous faisons n'est pas une trahison. La trahison est plutôt commise par ceux qui entraînent le pays dans une guerre au profit d'intérêts étrangers. Et puis, dernière actualité pour clôturer cette édition aux États-Unis, un suspect nommé Cole Thomas Allen a été inculpé pour tentative d'assassinat visant le président américain Donald Trump à la suite d'une fusillade survenue à Washington. Originaire de
Torrance, en Californie. L'homme est également poursuivi pour transport d'armes à feu et de munitions après avoir tenté d'accéder au dîner de gala des correspondants de la Maison-Blanche. Suivons à présent un extrait de reportage. Un tribunal a inculpé lundi le suspect de la fusillade survenue lors du dîner des correspondants de la Maison-Blanche pour tentative d'assassinat du président Donald Trump. Cole Allen, âgé de 31 ans, n'a pas plaidé lors de l'audience et risque une peine pouvant aller jusqu'à la prison à vie s'il est reconnu coupable d'avoir tenté de tuer le président. Les autorités ont révélé plus tôt qu'Allen avait rédigé un manifeste avant son attaque dans lequel il détaillait sa haine envers l'administration Trump. The so-called manifesto is a stunning thing to read. I am no longer willing to permit a pedophile, rapist, and traitor to coat my hands with his crimes. What's your reaction to that? Well, I was waiting for you to read that because I knew you would, because you're horrible people, horrible people. Yeah, he did write that. I'm not a rapist. I didn't rape anybody. Do you think he was referring to you? Excuse me. I'm not a pedophile. You read that crap from some sick person. La Maison-Blanche a accusé le Parti démocrate d'attiser la haine contre Trump, conduisant à la violence politique. This political violence stems from a systemic demonization of him and his supporters by commentators, yes, by elected members of the Democrat Party and even some in the media. Saturday was supposed to be a joyful evening, celebrating free speech and the First Amendment with all of you, members of the press. Instead, the night was hijacked by a crazed anti-Trump individual who traveled across the country to assassinate the president and as many administration officials as possible. Les autorités indiquent que le suspect a été maîtrisé avant d'avoir pu causer de blessures graves. Une seule personne, un agent portant un gilet pare-balles, a été touché par un tir d'arme à feu, mais n'a pas été gravement blessé. Cole Allen aurait voyagé de Californie à Chicago, puis à Washington, et aurait pris une chambre à l'hôtel Hilton où se tenait le dîner de gala. Selon les autorités, il se désignait comme l'assassin fédéral sympathique dans plusieurs messages et faisait de multiples références à Trump sans le nommer. Et voilà qui met fin à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Esaïe Télévision.